Dans le sommaire de ce 13h bénin, le Bénin abrite depuis ce lundi le 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. Une soixantaine de participants venus des différents pays de l'espace communautaire prennent part à ces assises qu'organise le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi. Ensuite, les transporteurs béninois ont organisé un meeting à Bomé-Calavi. L'initiative vise à remercier les autorités béninoises et nigérianes pour l'ouverture le 21 mai dernier d'un poste de frontière à Segbana au nord du Bénin. Ils ont saisi l'occasion pour se prononcer sur la crise bénino-nigérienne en invitant les deux parties au dialogue. Et puis enfin, la réparation des téléphones portables par les réparateurs est en expansion. C'est un métier qui s'adapte à l'évolution de la technologie et dans lequel les acteurs rencontrent des difficultés. Pour maintenir le cap, ces acteurs effectuent des recherches et s'informent davantage pour satisfaire le clientèle. Vous verrez dans un instant à quoi ressemble le quotidien d'un réparateur de téléphone portable. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette édition, des ressortissants béninois et bien d'autres nationalités ont récemment trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation en Tunisie et dans le lot, plusieurs jeunes du Bénin. Ce phénomène à haut risque est grandissant et nécessite une attention particulière de la part des dirigeants. Dans le mini-magazine que nous propose Teddy Goudalo, vous allez découvrir les potentielles raisons qui poussent les jeunes à opter pour l'immigration clandestine et quelques approches de solutions pour limiter la masse de jeunes qui se retrouvent dans l'obligation d'aller se faire un statut dans les pays d'Europe. Voici les images. L'information à faire le tour du monde au petit matin du samedi 18 mai 2024. Dans la nuit du 16 au 17 mai, des migrants de plusieurs nationalités, dont celle du Bénin, sont morts noyés dans la Méditerranée. La mauvaise nouvelle est annoncée par le ministère béninois des Affaires étrangères à travers un communiqué. C'est avec une profonde tristesse que les autorités béninoises ont appris le naufrage au large des côtes tunisiennes d'une embarcation transportant une cinquantaine de migrants de diverses nationalités, y compris béninoises. Nous avons perdu un homme très important des fils de Djougou, qui était en partance pour l'Occident. C'est un phénomène qui nous attriste, c'est une très grande désolation. Personne, aucun maire ne voudra voir sa population être décimée comme ça. Mais en réalité, la question qu'on va se poser, mais qu'est-ce qui est la cause ? Comme pour le maire de Djougou, les raisons de la migration des jeunes béninois vers l'Europe par la mer est un sujet qui préoccupe plus d'un. Mais visiblement, tout le monde s'accorde sur les conditions de vie en Afrique qui les y contraignent. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette obstination des jeunes à migrer vers l'extérieur. De plus en plus, les pays du Nord, les pays européens sont des pays qui deviennent de plus en plus attractifs pour les jeunes. Et cette attractivité est révélée à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous avez des chaînes de télévision qui montrent des images paradisiaques, je dirais, de certaines parties du monde où il fait bon vivre pour les jeunes. Et cela attire beaucoup de jeunes qui auraient voulu être dans des conditions pareilles et qui sont prêts à tenter le coup pour se retrouver dans ces pays-là. Et lorsque tu as des besoins que tu n'arrives pas à satisfaire, encore que tu as encore des charges et que tu n'arrives pas à répondre au regard de ta responsabilité, à un certain moment, certains se disent, bon, à quoi bon de rester? Et quand on vous vend un certain nombre d'Eldorado, vous dit, bon, si vous allez ici, vous pouvez vous en sortir. Certains sont partis, se sont sortis d'affaires. Vos maigres ressources, revenus, vous mettez ça dedans et puis vous prenez le chemin où vous ne connaissez rien et c'est l'aventure. Ce sont les résultats. Comme le dit Gégé Lapinot, si tu n'as rien, tu n'es rien. Et donc du coup, si tu n'as rien et que tu n'es rien ici, c'est ça qui amène les gens à sortir pour aller se chercher le statut pour devenir quelque chose ici. À Djougou, commune la plus touchée dans le drame de mi-mai en Méditerranée, la réalité est tout autre.
Le maire Idrissou Yaya pointe du doigt d'autres raisons qui amènent les jeunes de son territoire de compétence à opter pour l'immigration clandestine. La première cause qui est un fait et qui est une réalité visible par tout le monde, c'est le manque de travail. Il n'y a pas de travail à Djougou. La population de Djougou est très très jeune. Par nature, par habitude, l'homme de Djougou aime l'aventure. Parce que si vous allez observer, vous allez voir que nos parents faisaient ces mêmes aventures en direction du Nigeria, et comment on appelle du Ghana. Mais en ce moment, les gens vont et ils reviennent. C'est une mauvaise option selon le maire de Djougou que de vouloir migrer clandestinement. Il invite les parents à jouer pleinement le rôle qui est le leur pour que de pareilles pertes en vies humaines ne s'enregistrent plus. On ne peut pas refuser l'immigration. Seulement, ce qu'on demande à nos populations, c'est de faire cette immigration de façon officielle, de façon civilisée. Aller chercher son visa normalement et voyager normalement. Il ne sert à rien de prendre des risques. Les statistiques montrent que sur 100 jeunes qui quittent Djougou pour aller en Europe, c'est à peine 20 qui y arrivent. Et parmi les 20, c'est peut-être 1 ou 2 qui réussissent à faire quelque chose. Face aux nombreux facteurs qui entraînent l'immigration clandestine des jeunes béninois, il urge pour les pouvoirs publics de mettre en place des stratégies pouvant dissuader les candidats dans ce choix à haut risque. On n'a pas vraiment de politique structurelle de prise en charge des jeunes. Je pense que c'est à cela qu'il faut veiller pour que davantage les jeunes puissent se sentir concernés par tout ce qui se fait dans leur pays. C'est la seule condition pour limiter la masse de jeunes qui va désirer donc partir dans ce type d'aventure. J'ai plein de mes étudiants et étudiantes qui viennent en cours, mais qui vont faire une formation professionnelle, coiffure, couture, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut refuser ça? On ne peut pas refuser ça. Celui qui a déjà, par exemple, le niveau de baccalauréat ou bien le niveau licence, il va faire une formation. Pour les essais, il va faire ça différemment. Ça serait différent. Maintenant, il faut une politique qui essaie d'encourager ces gens-là. L'OIM nous a aidé à mobiliser plus de 3 milliards. Et on est en train de développer un projet à 3 volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent le danger qu'ils courent. Le deuxième volet de la chose, c'est les jeunes candidats ou ceux qui sont arrivés, il faut les former. Donc la formation. Et ça ne s'arrête pas à la formation. Après la formation, on les aide à s'installer. On les met en coopérative, on leur donne le matériel et le petit capital pour commencer leur activité. Et la troisième phase, c'est les visites d'échange avec les villes qui ont réussi à endiguer ce phénomène de migration. C'est l'une des rares fois que le Bénin annonce la mort par naufrage d'un ou plusieurs de ses citoyens en mer pour immigration. Dans son communiqué d'annonce, le ministère béninois des Affaires étrangères a une fois encore attiré l'attention des populations sur les conséquences du phénomène d'immigration clandestine. La réparation des téléphones portables par les réparateurs est en expansion de nos jours. C'est un métier qui s'adapte à l'évolution de la technologie et dans lequel les acteurs rencontrent des difficultés. Et pour maintenir le cap, ces acteurs effectuent des recherches et s'informent davantage pour satisfaire leur clientèle. Voici à quoi ressemble le quotidien d'un réparateur de téléphone portable avec Marlène Azinongbe, Henri Ganti. Âgé de plus d'une trentaine d'années, Paul Adéchinan est un technicien GSM, un métier qu'il exerce depuis plus de 10 ans. Du haut de ces 10 années d'expérience, Paul exerce avec passion son métier sans oublier qu'il est primordial de faire preuve de minutie. Depuis mon enfance, moi je suis quelqu'un, j'aime les radios, les petites radios, la démonter, les trucs, tout ça. Donc je me suis dit, bon,
après les études, bon, comme aussi les moyens n'ont pas permis d'évoluer. Donc après ça, je suis venu dans les rues. J'ai commencé l'apprentissage chez un frère, lui aussi c'est mon patron. Et c'est de là, bon, j'ai fait au moins 3 ans, 4 ans avec lui. Et après, j'ai commencé à aussi me chercher. À l'instar de Paul, plusieurs autres se sont lancés dans le domaine de la réparation des téléphones portables. Et dans un métier qui est en vogue, même la passion n'éloigne pas les conséquences négatives. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, vraiment. Pour trouver clients aujourd'hui, nous sommes trop. On est nombreux maintenant dedans. Avant, il n'y avait pas beaucoup de techniciens. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux qui est dedans. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît bien le métier même. Parce qu'ils n'ont pas bien appris le métier avant même d'installer. Ce métier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et ça fait que les clients aussi, nous souffrons beaucoup ici par rapport au niveau des clients. Le téléphone portable devenu indispensable aujourd'hui rend soucieux dès qu'un problème survient. Bon, je vais faire une photo et puis l'appareil, ça ne répond plus. L'appareil a affiché que le truc là ne marche pas. Donc, et puis je vais éteindre ça et puis l'appareil, ça c'était comme ça. Et c'est ce matin, je suis venu chez le technicien, il veut me faire ça, me réparer ça. Je suis venu voir, c'est mon technicien, je lui ai emmené le portable de ma grand-mère. Je crois que c'est tombé dans l'eau, ça ne s'est plus allumé. Avec l'avènement de la technologie dans le domaine de la téléphonie mobile, les techniciens GSM s'efforcent pour s'améliorer au quotidien. Il est donc impératif pour un génie de la technique d'effectuer des recherches pour se mettre à jour et afin de rester conforme aux exigences du marché. Comme vous le savez, chaque jour que Dieu fait, il y a les nouvelles sorties. Et dans ça, il faut aussi faire des recherches. N'attends pas ou bien ne te campe pas sur ce que tu as appris il y a déjà 10 ans, 30 ans, 20 ans, non. Donc le GSM, c'est des recherches. C'est des recherches. Il n'y a pas que je connais ou bien je suis tout puissant, non. On se complète. Si tu peux être doyen et aller voir un apprenant que tu as libéré, qui a fait des recherches et qui a cette connaissance, et va essayer de partager cela avec toi, afin que tu puisses satisfaire au moins la clientèle. La réparation des appareils téléphoniques est un métier en expansion dans lequel se lancent plusieurs personnes avec formation approfondie ou sans aucune formation de base. Cela bouleverse le secteur et crée une confusion entre les techniciens compétents et ceux qui bricolent. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin abrite depuis ce lundi le 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. Une soixantaine de participants venus des différents pays de l'espace communautaire prennent part à ces assises qu'organise le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture du forum dans ce reportage. Initié en 2017, le Forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO est à sa 6e édition. Les travaux sont ouverts ce lundi 27 mai 2024 à Cotonou. Innover pour avoir un impact. Transformer le volontariat grâce à l'innovation, c'est le thème retenu pour cette édition. L'évolution actuelle de la technologie, l'impact, j'allais dire, dévastateur de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut plus nous laisser indifférents et nous interpelle quant à notre capacité d'adaptation. Il importe de réfléchir pour mieux se réajuster au risque de disparaître. C'est l'un des défis qui se posent à nos agences de volontariat et à notre organisation sous-régionale de coordination du volontariat. Je voudrais également manifester ma reconnaissance au ministre de l'Économie et des Finances, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'organisation du dit forum. Je lui adresse de cette tribune mes remerciements, sans oublier tous nos partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de la présente rencontre.
C'est depuis le 26 mars 2010 que la commission de la CEDEAO a lancé au Libéria le programme des volontaires avec le soutien de la Banque africaine de développement et le programme des volontaires des Nations unies. Le programme vise à créer avec les jeunes des conditions de paix et de réconciliation dans leurs pays respectifs. Il a également pour objectif la promotion du volontariat dans les États membres de l'organisation sous-régionale. Il s'agissait d'abord, dans l'esprit de lancement de ce volontariat, et surtout dans un lieu assez symbolique qui était Monrovia à l'époque, pour marquer la contribution de la jeunesse donc à la reconstruction post-conflit dans ce pays. Il s'agit, dans cette perspective, de bien mesurer le rôle que la jeunesse peut jouer pour la reconstruction d'un certain nombre de pays dévastés par les conflits. Le rendez-vous de Cotonou réunit une soixantaine de participants des États membres de la CEDEAO, des représentants des agences nationales de volontariat de l'espace communautaire, les points focaux de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et bien d'autres acteurs. Les travaux du 6e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO prennent fin le mercredi 29 mai 2024. Ensuite, parlons à présent de la session de la commission mixte paritaire bénino-nigériane de la délimitation de la frontière. Les travaux ont été lancés ce lundi à Cotonou. Une rencontre de 3 jours initiée et portée par l'agence béninoise de gestion des espaces frontaliers ABGF. Elle vise à prévenir les conflits territoriaux entre les deux pays que sont le Nigeria et le Bénin. Boulette Sanoussi. Diverses préoccupations liées à la délimitation de la frontière entre le Nigeria et le Bénin sont au cœur de cette session de la commission mixte paritaire bénino-nigériane qui s'ouvre ici à Cotonou et qui réunit des participants des deux pays frontaliers. L'élément qui réunit la commission mixte aujourd'hui est de mieux définir les limites administratives communes entre vos deux pays frères. Il ne s'agira pas d'ériger un mur, mais plutôt de clarifier la frontière et de créer un climat de confiance entre les populations, les collectifs locaux et les États. La Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière a été ratifiée en 2014. L'Allemagne soutient cette coopération transfrontalière et pour consolider les acquis de cette ratification, le Nigeria et le Bénin ont récemment signé l'accord cadre de coopération. L'objectif de cette convention, c'est de faire des frontières de véritables passerelles et que les frontières cessent d'être des barrières. C'est pourquoi je souhaiterais que nos travaux se passent dans la convivialité et qu'à l'issue de 3 jours, que nous aurons de très très bonnes résolutions à confier à nos chefs d'État. Nigeria and Benin Republic. Le Nigeria et le Bénin sont un peuple. Les deux pays sont prêts et déterminés pour une franche collaboration en vue de réaliser cet objectif commun. En lançant les travaux, la représentante du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé que le Nigeria et le Bénin partagent une frontière conventionnelle délimitée par des tests coloniaux depuis 1906. Le processus de délimitation de cette frontière a commencé depuis plusieurs années et se poursuit encore. C'est pourquoi, au cours de cette session, vous aurez à faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la session ministérielle tenue le 25 février 2022 à Abuja, relative aux travaux de délimitation dans les secteurs de la rivière Adjara, d'Igbo Kofi Towe et d'Ilo Bogou et les dispositions pour l'installation du comité conjoint d'experts. Vous aurez également à planifier les activités de promotion de la coopération transfrontalière pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets intégrateurs au profit des populations. Occasion pour l'Allemagne de réaffirmer sa disponibilité à soutenir les efforts. L'autorité ministérielle, quant à elle,
souhaite que la signature de l'accord cadre sur la coopération transfrontalière facilite l'élaboration et la mise en œuvre des projets intégrateurs au bénéfice des populations transfrontalières vulnérables avec les menaces sécuritaires qui pèsent aujourd'hui sur les deux pays. Dans la suite de cette édition, la phase B du projet asphaltage officiellement lancé dans la ville de Kandji. Il s'agit de la réhabilitation et l'aménagement des voiries et la construction de collecteurs dans la commune. Et pour le lancement officiel, une délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane, a effectué une descente sur les lieux avec à ses côtés le maire, bien entendu le maître d'ouvrage délégué, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, Sirat Candide Ronrento. C'est un mercredi joyeux pour les Kandiens et Kandiennes. Les têtes couronnées, les sages, la population de la ville et les autorités communales ainsi que les honorables députés sont témoins du démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires de Kandji. Ainsi, c'est la phase B du projet asphaltage dont bénéficient 6 différentes villes du pays qui prend corps ici dans cette commune de la Liborie. Et c'est un programme d'ampleur. Ici à Kandji, c'est plus de 13 km de routes urbaines qui seront aménagées. C'est des kilomètres aussi d'assainissement. Après cela, ce sont des activités commerciales qui vont se développer. À Kandji, nous voulons développer une ville durable, une ville résiliente, une ville saine et où il fait bon vivre. Une partie de la réponse à cette question se trouve donc dans ce programme d'asphaltage. Dans la ville de Kandji sont prévues la construction de voiries urbaines de 13,31 km, 5,8 km de collecteurs d'eau pluviale, 2200 arbres d'alignement et 1120 lampadaires solaires. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro avec à ses côtés comme maître d'ouvrage délégué du projet la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Sa mission, assurer un bon déroulement des travaux, mais aussi le respect du délai contractuel. Madame, Messieurs, les membres du gouvernement à travers cette cérémonie, vous venez ainsi de mettre fin aux multiples souffrances de nos populations liées à la dégradation avancée de nos rues. Je formule le vœu de voir ces réalisations achevées dans les meilleurs délais pour le grand bonheur de nos populations. Vraiment, on est très heureux, satisfait, on ne peut même pas compter. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de voir côté Al-Fatah et ce qui est en cours là, vraiment, on est tellement joyeux. On doit remercier le gouvernement de président Talon. On ne sait quoi dire encore. C'est comme c'est une très très grande fête pour nous, quoi. Parce que nous n'attendons pas à ça. Et voilà que c'est arrivé. La ville de Kandji va devenir comme Cotonou. Prévu pour durer 18 mois, ces travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et de construction des collecteurs d'eau pluviale sont estimés à un coût global de 19,39 milliards de francs CFA. Les populations de la ville ont par ailleurs été exhortées à faciliter la tâche à l'entreprise qui s'occupe des travaux. Les transporteurs béninois ont organisé un meeting à Bomé-Calavi. L'initiative vise à remercier les autorités béninoises et nigérianes pour l'ouverture le 21 mai dernier d'un poste de frontière à Sébanan au nord du Bénin. Ils ont aussi saisi l'occasion pour se prononcer sur la crise bénino-nigérienne en invitant les deux parties au dialogue. Le point de la rencontre avec Hugues Vignibé. Suite à l'interdiction du transport fluvial vers le Niger, Cotonou et Abuja sont parvenus à un arrangement pour l'ouverture d'un poste de frontière à Ségbana, au nord du Bénin. L'objectif poursuivi est de permettre aux marchandises arrivées au port de Cotonou de transiter vers le Niger par ce corridor. C'est pour manifester leur gratitude aux autorités béninoises et nigérianes que ces transporteurs du Bénin ont organisé cette rencontre. Les gens de Nigeria sont venus ici plusieurs fois nous voir. Nous avons marché envers nos autorités plusieurs fois.
Dieu n'a pas voulu. Aujourd'hui, il fait jour que nous voyons que la voie s'est ouverte. Donc nous sommes obligés de remercier le Créateur, après pour remercier les deux présents encore. Faisant d'une pierre plusieurs coups, ces transporteurs béninois ont surfé sur l'occasion pour lancer un appel aux protagonistes, mais aussi aux dignitaires religieux et têtes couronnées du Bénin pour la résolution de la crise avec le voisin nigérien. Ce gars-là, nous demandons que nos chefs, que Dieu les a confiés, ce pays, qui sont des rois, des imams, etc., etc. Nous tirons les intentions pour aller au secours de tous les deux peuples, d'aller pour les voir, pour que nous allons s'asseoir, ils n'ont qu'à s'asseoir pour dialoguer. Les dirigeants des deux pays n'ont qu'à mener la balle à terre pour qu'on puisse trouver une porte de sortie. La haine ne peut pas nous amener là où nous voulons. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de l'acteur politique béninois Bertin Corvi. Je suis vraiment heureux de la démarche des conducteurs. Parce qu'en réalité, les seules victimes de toute cette histoire de fermeture de frontières, ce sont les transporteurs et les chauffeurs. Moi, j'ai même dit à Niamey, et j'ai dit aussi à certains membres du gouvernement, qu'il faut que la CEDEAO cherche comment dédommager les transporteurs. En attendant la réouverture des frontières avec le Niger, les transporteurs béninois peuvent emprunter le nouveau corridor ouvert par le Bénin et le Nigeria pour rallier Niamey. L'entreprise Happy Service Monde célèbre en différé la 7e édition de la Journée mondiale des abeilles. Bien entendu, ceci à travers une journée d'échange et de partage sur l'importance de ces insectes pollinisateurs pour la suivi, bien entendu, de l'écosystème. L'activité s'est déroulée vendredi dernier à Parakou, couplée avec la remise de prix du concours Abeilles pour la vie. Elle a connu la présence des représentants du directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et son collègue de l'inspection forestière du Borgou, des apiculteurs et bien d'autres participants. Voici les images. Volons au secours des abeilles. C'est autour de ce thème mondial que s'est déroulée cette célébration organisée par l'entreprise Happy Service Monde. Une occasion propice pour rappeler la fonction indispensable des abeilles dans la biodiversité et pour la survie de l'espèce humaine. La célébration de la Journée mondiale des abeilles marque une occasion solennelle de pouvoir réfléchir et de mener des actions qui vont toucher la protection des abeilles, qui sont des espèces cruciales pour le bien-être, pour le développement durable à travers le service qu'elles rendent au monde, à la planète, je vais dire. Parce que les abeilles, elles sont garantes de la pollinisation. À plus de 70% des cultures dans le monde de la végétation dépendent de leurs actions de pollinisation. De ce fait, mettre en place une journée et discuter et réfléchir sur leur bien-être est vraiment une opportunité. Conférences, débats, panels sur divers thèmes, sketchs et autres présentations, la journée a été riche en activités. La finalité étant d'amener chacun à mesurer l'importance de ces insectes pollinisateurs et surtout face aux multiples menaces qui pèsent sur leur survie. Il n'y a pas cette communauté, il n'y a pas cette coopérative, il n'y a pas ce village où la destruction des ruches n'est tout le temps enregistrée. Face à ce phénomène, j'attire l'indulgence de la DDAP et de la zone forestière. Permettez-moi alors de conclure en réaffirmant l'engagement de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou à soutenir toutes les initiatives visant à protéger nos abeilles. Ensemble, nous pouvons assurer la préservation de notre biodiversité et la sécurité alimentaire de nos communautés. L'un des moments importants de cette célébration est la remise de prix de la première édition du concours Abeilles pour la vie.
Une initiative lancée depuis 2021 et qui vise à faire la promotion de l'apiculture. Damonzoulou Faoussidi remporte le premier prix du concours, mais ce sont au total 6 personnes qui obtiennent une bourse de formation en apiculture décernée par l'entreprise Api Service Monde. Cette récompense est un coup de projecteur que nous comptons bien utiliser à la fois pour notre évolution personnelle dans le métier d'agronome, mais également pour sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de la sauvegarde de notre biodiversité. On a gagné quelque chose de très très positif parce qu'au sorti d'ici, on pourra réellement faire comprendre à ceux qui n'ont pas pu participer à cette journée en quoi c'est important. Après la présentation de quelques techniques de test de qualité du miel, la journée a pris fin naturellement par la dégustation des différents miels et une photo de famille. Et c'est aussi la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à nos programmes. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.